détresse morale et donc a promulgué ce décret qui leur permettait de demander un passeport espagnol. Plus spécifiquement, en réalité, ce décret s'inscrit dans un projet impérialiste de l'époque, un projet impérialiste espagnol. Faute de colonies, ce qui est la marque pourtant de la grande puissance à l'époque en Europe, l'Espagne essaye de développer à partir des années 1910 un mouvement culturel panhispanique qui s'appuie sur les populations ayant été, à un moment de leur histoire, sous influence espagnole. Les anciennes colonies latino-américaines, évidemment, mais aussi le protectorat marocain et donc les séfarades répartis tout autour du bassin méditerranéen. Les démarches philo-séfarades sont à visée culturelle. Certes, il s'agit de diffuser la culture et la langue espagnole partout où se trouvent des communautés judéo-espagnoles qui sont censées s'en faire le relais. Ces démarches ont aussi un but diplomatique. Effacer enfin la légende noire qui pèse sur l'Espagne depuis des siècles, l'image de cette Espagne inquisitoriale et cruelle. Ces démarches, enfin, ont des visées économiques, puisque l'idée, c'est d'utiliser les séfarades les plus en vue dans leur pays de résidence pour qu'ils aident au développement du commerce extérieur espagnol. Et donc, d'une certaine manière, l'attribution de la nationalité espagnole serait une récompense pour service rendu à la nation. Et on peut quand même remarquer que l'attitude du gouvernement espagnol à l'époque est assez ambiguë, puisque la presse nationale, il y a 90 ans encore, s'est empressée d'annoncer cette décision, s'en est félicité, mais le gouvernement a donné la consigne à tous les consulats d'ébruiter le moins possible quand même l'existence de cette mesure, parce que sa grande crainte, c'était de voir affluer les candidatures au passeport et surtout de subir une vague migratoire séfarade massive vers la péninsule, alors qu'il pensait que la population n'était pas prête à ces retrouvailles. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le décret prévoyait, entre autres, que les séfarades naturalisés n'auraient pas besoin de faire leur service militaire, une occasion de moins de revenir en péninsule. Évidemment, le contexte d'aujourd'hui n'est en rien comparable. Les populations séfarades vivent majoritairement en Israël, en France et en Turquie. Il est donc légitime de se demander qui, dans ces pays, pourrait avoir intérêt à prendre la nationalité espagnole. Concrètement, personne. Isaac Keroub, le président des communautés juives espagnoles, en est parfaitement conscient. Dans une tribune qu'il a publiée dans le journal très conservateur La Razón, au lendemain de l'annonce qui avait été faite par les ministres espagnols, il explique que les motivations de ces naturalisations seront sans aucun doute principalement de l'ordre du symbole. Il raconte ainsi l'entretien qu'il a eu avec un de ses coreligionnaires turcs, très âgé, qui lui a expliqué qu'il souhaitait prendre la nationalité espagnole, non pour s'installer en Espagne, mais pour pouvoir mourir espagnol. Il voulait que sur sa pierre tombale, on puisse mentionner sa nationalité espagnole. Si on peut comprendre cet attachement sentimental à une Espagne plus ou moins fantasmée, la séfarade médiévale, l'offre espagnole interroge tout de même. Pourquoi une telle décision maintenant ? Cette question, la presse se l'est évidemment posée et elle a apporté des réponses diverses. Les plus malveillants ont accusé le gouvernement espagnol, qui, rappelons-le, actuellement est un gouvernement de droite, d'antisémitisme à l'envers. Dans un pays qui est en plein marasme économique, les Juifs, vus comme forcément riches, pourraient apporter leur soutien. C'est une réponse peu convaincante et qui est certainement liée au fait que cette annonce de simplification des mesures suivait de quelques jours une autre qui proposait d'accorder un titre de résident espagnol à tout étranger qui achèterait un bien immobilier d'une valeur supérieure à 160 000 €. L'autre explication, plus plausible, est aussi liée à une coïncidence de calendrier. La conférence de presse de Gallardón et García Margallo a eu lieu exactement une semaine avant le débat qui s'est tenu à New York au Conseil de sécurité de l'ONU et à l'issue duquel la Palestine a été admise comme État observateur non membre de l'organisation. Admission en faveur de laquelle est allé le vote espagnol. Par conséquent, l'annonce faite en faveur des séfarades a peut-être été pour le gouvernement Rajoy un moyen de désamorcer par avance les éventuelles tensions avec Israël suscitées par son soutien diplomatique à la Palestine, sachant que les relations entre l'Espagne et Israël sont souvent plus que houleuses.
On remarquera d'ailleurs que depuis le vote à l'ONU, la décision de faciliter les naturalisations des séfarades n'a plus jamais été évoquée, et que lorsqu'Isaac Keroub est interrogé par la presse juive étrangère, il est bien normal de donner plus d'informations et se contente de conseiller à tous les candidats à la naturalisation d'attendre les consignes officielles, dont on ne sait pas si elles feront l'objet d'une loi ou d'un simple décret. Et enfin, cette annonce a eu des conséquences inattendues, puisque, en effet, l'Espagne médiévale, on l'a suffisamment évoqué ce soir, est l'Espagne la civilisation des trois cultures, chrétiens, juifs et musulmans. Or, comme on l'a déjà évoqué, près d'un siècle après les Juifs, les Morisques, musulmans qui avaient été convertis de force au christianisme, ont à leur tour été expulsés d'Espagne. Certains représentants musulmans ont donc réclamé que le droit accordé aux séfarades soit étendu aux descendants des Morisques qui résident au Maghreb principalement, élément que le gouvernement n'avait évidemment pas du tout pris en compte au moment d'annoncer sa décision. L'offre de naturalisation des séfarades par Primo de Rivera il y a 90 ans a eu une répercussion limitée sur le moment, mais a joué un rôle capital pendant la Seconde Guerre mondiale, car grâce à cette distribution de passeports, des milliers de Juifs des Balkans ont été sauvés. Aujourd'hui, la proposition de Rajoy semble complètement anachronique. Cependant, d'un point de vue historique, on peut la voir comme un aboutissement, l'aboutissement d'un processus qui a été entamé le 31 mars 1992, lorsque le roi d'Espagne, dans la synagogue de Madrid, a prononcé un discours dans lequel il disait son désir de tirer un trait sur 500 ans de rejet de la part de l'Espagne de son passé juif et de renouer définitivement les liens anciens qui unissaient Juifs et Espagnols. Son discours s'achevait sur son espoir de ne plus jamais voir l'intolérance ou la haine provoquer la désolation ou l'exil, ce qui équivalait à une condamnation officielle, la première dans la bouche d'un roi d'Espagne, de la politique menée 500 ans auparavant par les rois catholiques. Merci Eva pour cette mise en perspective de l'actualité, très bienvenue. Je vais maintenant laisser la parole donc à Yannick Yored qui va nous évoquer peut-être d'autres problématiques et ensuite faire le lien pour le débat avec le public. Oui, donc comme le temps avance et que nous avons déjà une matière à réflexion très riche, et pour laisser place au débat, je vais être très bref et simplement dire quelques mots concernant principalement les difficultés d'acceptation de cet héritage et de pleine reconnaissance de cet héritage aujourd'hui en Espagne dans le monde intellectuel, culturel et académique. Donc, si on jette un regard dans le passé, toujours salutaire, on peut constater que la question d'Al-Andalus, de l'Espagne des trois religions, des trois cultures, ce qu'on appelait las tres leyes, les trois lois à l'époque médiévale, a été toujours liée à des enjeux idéologiques. Donc au XIXe siècle, nous avons des arabisants et orientalistes espagnols qui vont se nourrir du courant libéral, qui vont commencer à s'intéresser de près à Al-Andalus et vont donner une image romantique d'Al-Andalus. À la fin du XIXe siècle, on a une autre génération d'arabisants qui, au contraire, va nationaliser cette Espagne des trois cultures et des trois religions. Cette nationalisation, cette forme de patrimonialisation de cet héritage se fait aussi au début du XXe siècle chez un grand arabisant espagnol qui s'appelle Miguel Asín Palacios, qui a écrit un très grand ouvrage très connu au début du XXe siècle concernant les influences des traditions eschatologiques islamiques dans la Divine Comédie. Lui, il dit, Asín Palacios, qui occupe une place centrale dans le milieu culturel et académique espagnol à cette époque-là, il considère, disons que de manière générale, mais l'expression est assez exacte, l'islam presque comme un masque en fait qui cache les racines identitaires profondes de l'Espagne. Au milieu du XXe siècle,
Donc Assin Palacios aussi, qui étrangement partage des conceptions communes avec certains auteurs fascistes espagnols. Je pense à quelqu'un comme Jiménez Caballero, qui va utiliser Al-Andalus dans l'entreprise